Paul-Laurent Assoun qui nous fait le plaisir et l'honneur de répondre à nos invitations, puisque je crois que c'est la 3e fois que vous venez nous parler. En 2009, vous étiez venu pour parler du narcissisme et des atteintes corporelles. Et avec ce titre, Narcisse blessé, le moi-corps de Freud à Lacan. C'est une conférence que vous pouvez retrouver sur le site de l'APM, puisque toutes les conférences, ou pratiquement toutes les conférences, sont filmées, enregistrées par Sergio Izaguirre qui est là et qui est fidèle au poste depuis plusieurs années. Donc toutes ces conférences, vous pouvez les retrouver sur le site. Donc celle de Paul-Laurent Assoun, une autre de Paul-Laurent Assoun, qui était venu nous parler sur le thème « Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse ?» Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse? Un article qui est publié aujourd'hui dans le livre de l'APM. Et vous aviez... Un corps peut en cacher un autre. Voilà, vous aviez un titre énigmatique et très beau, c'était « Un corps peut en cacher un autre ». Voilà, donc vous pouvez revoir ces conférences sur notre site. Alors, l'année dernière, pour parler du Forclusif, on avait reçu Françoise Davoine, Jean-Claude Malval, Marc-Léopold Lévy, Caroline Gillier, Anne Lefebvre, Geneviève Vialébine, Daniel Epstein, c'est moi, et Ouchang Guiliardi. Et cette année, après Paul-Laurent Assoun, nous avons invité Solal Rabinovitch, Françoise Bessis, Colette Solaire, Gérard Pommier, Arlette Pelé, le cartel du FCA de l'APM, Jean-Pierre Basclé, et nous conclurons avec Ouchang Guiliardi. Alors ce soir, Paul-Laurent Assoun, eh bien, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de vous présenter, mais enfin, c'est l'usage. Alors je dirais d'abord que vous êtes donc professeur à l'université Paris 7 Denis Diderot et psychanalyste. Et j'ajouterais que vous êtes écrivain, tant l'écriture accompagne vos recherches et votre désir de transmettre. Transmettre un savoir, mais un savoir qui est toujours en train de se construire. Alors vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, des ouvrages qui résonnent parfois sur le versant de la transmission, telles ces leçons de psychanalyse qui ont pour objet corps et symptômes, qui nous intéressent au premier chef. Et dont la nouvelle édition va apparaître très bientôt. Remaniée avec d'autres... Quelques compléments. D'accord. Bon, vous traversiez là les différentes occurrences de ce que vous appelez le moment physique du processus conflictuel inconscient. Donc il ne s'agissait pas là de la dimension forclusive de cette clinique du corps en tant que telle, mais bon, on pouvait quand même la saisir en filigrane, ici ou là. Et donc vous êtes écrivain de différentes façons, parce que votre écriture peut prendre différentes formes. Par exemple, dans ce livre, Corps et symptômes, c'est une écriture qui est dense, qui est didactique dans sa présentation, c'est un texte construit, organisé en chapitres, en sous-chapitres, en paragraphes. C'est un enseignement clair, mais qui ne cède jamais à la facilité, et qui porte votre marque. C'est-à-dire que c'est toujours au-delà du discours universitaire. Mais vos publications peuvent être aussi beaucoup plus personnelles, comme c'est le cas dans votre dernier ouvrage, qui s'appelle « Tuer le bord, le désir révolutionnaire ». Je dirais que ce n'est pas tout à fait un livre de psychanalyse, ce n'est pas tout à fait un livre d'histoire, ce n'est pas non plus un livre de psychanalyse appliquée à l'histoire. C'est un petit peu tout ça, mais c'est surtout un livre de psychanalyste qui fait une lecture de l'histoire en interrogeant les dessous psychiques de cette période de la terreur, au travers des avancées freudiennes et lacaniennes.
Ce que vous interrogez, c'est ce moment de l'histoire où les sépultures des rois morts ont été profanées, déterrées et jetées dans une fosse commune. Pourquoi tuer les morts? Et vous introduisez là l'autre scène au cœur de l'histoire. En l'occurrence, la défaillance symbolique de ce refoulé fondateur qu'est le meurtre du père, et en conséquence, son débordement sur le réel. La forclusion du nom du père mise en acte. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de tuer le mort, la forclusion maniaque comme solution au réel mélancolique. Tuer le mort, celui qui gît et qui œuvre au tréfonds du sujet mélancolique. Merci beaucoup. Oui, je crois que vous avez très bien résumé là rapidement ce qui est l'enjeu de ma recherche. C'est vrai qu'il y a une dimension pédagogique. Je me demande comment on peut faire de la recherche sans enseignement. Et c'est vrai aussi qu'il y a en gros, enfin, pas passer trop de temps sur l'ensemble de la démarche, mais il y a des textes qui sont pédagogiques, qui sont mis au service de l'objet, puis il y a un certain moment, le fait d'être saisi par une question, que ce soit effectivement le préjudice et l'idéal, le démon de midi ou l'énigme de la manie, ou le dernier ouvrage qui va être impliqué dans mon propos, qui renvoie, bon, je sais pas, personnel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En tout cas, homologuer parfois des signifiants relativement neufs. Voilà. Effectivement, ce qui m'avait intéressé en un mot, enfin, à travers ce texte, c'était une question que je travaillais depuis de nombreuses années. C'est vrai que c'est parti de l'enseignement, mais d'enseigner pendant quelques années comme chargé de cours à sciences politiques. Et pour initier les étudiants en sciences politiques à la dimension inconsciente, je finissais toujours mon cours par cet exemple, qui est apparu aussi dans mes cours à espace analytique, etc. Mais il fallait que j'aille au bout de cette enquête. C'est-à-dire essayer de comprendre ce que signifie cet événement, oui, qui appartient... Enfin, on peut dire quand même c'est de l'anthropologie analytique, ce livre. Voilà. Bien sûr, le terme anthropologie analytique, c'est une rubrique universitaire pour laquelle nous nous battons, pour qu'elle soit reconnue. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la psychanalyse en tant que théorie du collectif. Or, pour Freud, on ne peut pas poser de sujet inconscient sans produire une théorie du collectif. Et nous intervenons au moment où, dans l'histoire, dans le politique, il ne s'agit pas du tout de psychologiser le fait social, mais de comprendre ces éléments qu'on présente comme insensés et qui, pour nous, évidemment, portent à l'expression un réel inconscient. Voilà. Donc, dans ce texte, j'ai vraiment constitué le dossier historique et il y a beaucoup de réactions des historiens. Dans ce cas-là, on a peur de faire une erreur qui est fatale. Fatale. Mais jusqu'à présent, au contraire, d'une certaine manière, les historiens accueillent ça. Il me semblait que les historiens n'arrivaient pas à donner un statut à cet événement, ou alors le renvoyer à l'irrationalisme du vandalisme révolutionnaire, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Bon. C'est ce qui arrive quand la haine va au-delà de la vie. C'est-à-dire, les rois n'étaient pas pour les révolutionnaires simplement des ennemis politiques, mais quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Voilà. Alors peut-être ça nous met déjà dans l'ambiance forclusive, comme si nul ne peut régner innocemment, voilà, c'est le postulat de Saint-Just, mais aucun roi n'a jamais régné authentiquement. Dès lors, que faire de ces corps qui gisent à Saint-Denis avec toute la pompe de leur tombeau et qui continuent, disent les acteurs révolutionnaires, à nous défier de leur superbe. Et à partir du moment où Louis XVI avait été exécuté, que faire des morts? Eh ben, on a vu ce que ça a donné, les extraits. Il y a un procès verbal administratif, l'un des premiers de l'administration publique moderne, qui décrit comment, jour après jour, on extrait les morts, on décrit leur état de conservation, l'état de l'odeur. Il y a tout un monde là, y compris les médecins, il y a un appétit des médecins pour comprendre ce qui se passe avec ces corps. Enfin, je dis pour montrer l'actualité, imaginez qu'aujourd'hui, les généticiens disposent de la totalité du génome royal. Voilà. Malheureusement pour eux, tous ces corps ont été jetés dans la fosse, oui, c'est une syllabe, c'est-à-dire au sens propre et figurant en même temps, dans la fosse de l'histoire, jusqu'à ce que les rois, en revenant, en restaurant, extraient des morceaux de corps, donc que vous trouvez encoffrés dans l'abbaye, dans la basilique de Saint-Denis. Quelqu'un m'a dit, je ne regarderai plus jamais Saint-Denis du même œil. Voilà. C'est un effet. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes allé dans cette basilique, où il y a une accumulation incroyable de tombeaux. Voilà. Mais il y a cet événement, je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas du tout un compte-rendu de mon livre, mais
pense que c'est extrêmement intéressant pour comprendre que, je pense, peut-être à force de travailler sur cette question, que c'est l'entrée en scène vraiment dans la modernité de cette souveraineté qui va jusqu'à la mort. Enfin, voilà. Avec le lynchage post-mortem de Louis XIV, etc. Enfin, des événements pas irrationnels, justement, qui pour nous renvoient à la logique inconsciente, ce qu'on appelle la radicalisation. Voilà. Mais la radicalisation, on la trouve là, d'une certaine manière, à l'état pur. Il pose vraiment toute la question, non pas de l'évaluation de la Révolution française, mais voilà, c'est les droits de l'homme, ce qui est une énorme coupure, mais c'est aussi ça. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que dans mon esprit, c'est un peu ma démarche, c'est vrai que les livres sont nombreux, mais c'est à chaque fois de laisser un point obscur, et il faut bien un livre pour reprendre le point obscur. Je me suis dit, au fond, ce que j'avais travaillé sur la manie, avec l'énigme de la manie il y a quelques années, et cette question-là peut-être donne vue, parce que mon but, c'est de répondre à votre question, c'est de contribuer à répondre à votre question du forclusif. Alors, de quoi s'agit-il dans mon propos? D'abord, de revenir à cette notion de forclusion. Je trouve que c'est intéressant, tu as eu la bonne idée, enfin, de ne pas dire la du forclusif. Voilà. Donc, ce n'est pas le substantif, c'est l'adjectif substantivé, voilà, du forclusif. Revenir à cette question... pour comprendre, pour rappeler peut-être, pour certains d'entre vous, comment Lacan a forgé cette notion de forclusion, qui est un signifiant nouveau, mais qui renvoie à une chose qui existe bien dans la métapsychologie freudienne, que Freud appelle l'affaire Verfung, c'est-à-dire le rejet. Donc comment est-ce qu'on est passé, c'est pas inutile de rappeler ça, pour revenir à cette question de la forclusion, dont on peut faire, qui est une avancée considérable de Lacan, mais dont on peut faire facilement un piston. Un piston renvoyant directement à l'explication de la psychose, et pas n'importe lequel, éminemment la paranoïa, etc. Or, c'est d'autres choses qu'il s'agit. Tout à fait d'accord, du forclusif. Voilà. Mais j'aimerais ensuite l'illustrer ou poser une question, peut-être pas posée de façon toujours directe, car là, la paranoïa éclipse ce qu'il en est de la manie. Dans quelle mesure le phénomène maniaque, comme dimension psychotique, mais c'est une question relativement ouverte, on le verra, éclaire le phénomène forclusif en tant que tel. Et notamment, ça sera dans ma seconde partie, n'est-ce pas, revenir à cette question du passage de la manie à la mélancolie. Ce que Freud appelle Umschlag, c'est-à-dire le revirement. Schlag, c'est le coup. Il y a une notion, une vulgate psychiatrique qui a écrasé complètement la question, c'est le bipolaire. Le bipolaire est fait pour, enfin, s'il n'était pas fait pour, il faudrait l'inventer, pour bloquer cette question. Bipolaire parce qu'il y a des hauts et des bas et que, bon, bien sûr, se pose la question que je n'éviterai pas du fondement organique de certains états maniaques. Mais c'est d'autres choses qu'il s'agit du retour à une théorie pratiquement humorale, qui nous empêche de poser la question. Ça n'a pas empêché Freud de la poser, mais c'est vrai qu'il a parlé vraiment beaucoup plus de la mélancolie, dans lequel nous nageons en quelque sorte dans la clinique, on revient toujours à la mélancolie, et la manie à la portion congrue. Or, Freud nous dit que la manie, c'est une propriété de la mélancolie. Voilà. Ce sont deux états directement opposés, spectaculairement opposés, j'y reviendrai rapidement, mais l'idée que je voudrais développer, c'est que précisément le maniaque cherche à maintenir une continuité psychique, désespérée, déchirée, etc., à partir de la position mélancolique initiale. Ce qui veut dire, mais vous savez bien, que pour Freud, il y a des mélancolies sans manie, mais il n'y a pas de manie sans mélancolie. Voilà. Ce qui suppose évidemment de poser cette question. Et en même temps de la subjectivité maniaque. Donc j'essaierai de montrer comment on peut déchiffrer la solution maniaque à la mélancolie, solution pathologique mais bien systématique, comment on peut la déchiffrer dans une logique du forclusif, mais aussi plus modestement, essayer de me servir de la manie pour contribuer à notre débat sur le forclusif. Et enfin, du coup, alors voilà, en boucle, n'est-ce pas, je reviendrai à la question du collectif, en évoquant rapidement cette situation-là, parce que je le dis tout de suite pour voir à peu près où on va, n'est-ce pas, après l'extraction des morts, des rois morts,
il y a eu une atmosphère très très particulière. On a beaucoup parlé de la fête révolutionnaire, mais des témoins disent qu'ils n'ont jamais vu les Parisiens dans un tel état, sans le relier directement à l'épisode de Saint-Denis. Hein. Donc c'est comme si dans le collectif, et c'est là où on trouve l'anthropologie psychanalytique, on peut toucher du doigt ces moments maniaques. Voilà. Je rappellerai simplement, quitte à détailler un peu, on en parlera sans doute, que n'oublions pas, après le meurtre du père, qu'il y a quand même une grande fiesta, quoi, enfin, qui s'appelle le banquet, enfin, c'est la fête. Enfin, pour Freud, dans l'inconscient, il n'y a de fête que celle qui suit la mort du père, où là, vraiment, peut se produire des effets des liaisons jubilantes. Voilà. Donc, du coup, je me servirai de cet exemple, mais rapidement, parce que le dossier est assez considérable, pour essayer d'illustrer cette question des effets du forclusif à travers la solution maniaque dans le collectif. Voilà. Des manies, il y en a de toutes sortes, mais il suffit de la moindre soirée électorale de triomphe, évidemment pas pour tout le monde par définition, le sujet serait parti sans mélancoliser et en maniaque. Voilà. Et c'est quand même un sacré ressort du politique. On peut se demander pourquoi, on dit toujours qu'on est déçu, mais ça recommence. On recommence à y croire jusqu'à présent. Donc il y a là quelque chose qui n'a rien à voir avec l'inconscient collectif, bien sûr, qui est là aussi bloque tout, mais avec ce moment de retour du symptôme dans le collectif. Il est extrêmement important de soutenir cette dimension anthropologique de la psychanalyse, à mesure où l'analyste n'a pas de pouvoir politique et social, mais il peut présenter un instrument de déchiffrement qui nous permet d'accompagner le réel. Voilà. Le réel inconscient, il est là, quoi. On sait bien que l'inconscient, il n'est pas dedans. Il est bien dehors. Encore faut-il voir le passage de l'un. Bon, alors, d'abord, un rappel ou une mise au point, n'est-ce pas? Vous avez sans doute en parlé, puisque vous avez déjà parlé du mot pendant cette première année d'investigation du forclusif, mais je voudrais souligner quelques points, n'est-ce pas? Le mot est juridique, bien sûr. Lacan a pris un mot juridique, plus précisément administratif. Et je lis dans le dictionnaire, dans le Trésor de la langue française, par exemple, la forclusion, c'est une forme particulière de déchéance faisant perdre à une personne la faculté d'exercer un droit, par suite de l'expiration d'un délai. C'est un petit ou un grand cauchemar administratif, quoi. Vous savez, quand vous avez laissé passer le délai. Bien sûr, il n'y a pas que là-dedans l'administration. En expérience analytique, on a beaucoup de sujets qui laissent passer des délais essentiels, et après, mieux vaut tard que jamais, d'abord, c'est pas sûr, et mieux vaut jamais que tard, bon, dans certains cas, et surtout, effectivement, il y a cette idée que, dans un acte administratif, vous perdez d'échéance, vous perdez le droit d'exercer vos droits, et quand, ou alors vous payez des amendes comme dans les impôts, ou alors il y a un rattrapage, parce que quand même, ils ne sont pas fous. Hein. Mais enfin, ça veut dire que tout acte que vous ferez passer le délai est nul et non advenu. Ce qui est quand même très intéressant. Ça veut dire qu'il y a comme un bug, là, c'est-à-dire tout acte, n'est-ce pas, est voué à ne pas compter. Voilà. Donc Lacan est quand même allé chercher ce mot pour relire le rejet freudien. Voilà. Donc bien sûr, je dois dire quelques mots. Voilà. Il faut garder ça en tête, il y a d'échéance au sens une perte de l'échéance aussi. Passer l'échéance, tout est perdu. Je peux toujours dire j'aurais dû, j'aurais pu, etc. Ce qui est aussi la position du patient, souvent, mais oui, mais là j'aurais dû dire les mots. L'acte ne fonctionne plus. Voilà. Il y a perte d'une faculté d'exercer un droit, et puis il y a l'idée de temps, de temporalité, qui s'appelle l'expiration d'un délai. L'expiration. C'est vraiment du temps mort. Donc, forclore, c'est enlever à quelqu'un la possibilité de faire un acte, ou d'agir en justice après l'expiration d'un certain délai, ce qui engage la notion d'acte administratif. Donc, Lacan nous dit que le psychotique, notamment, est dans cette position-là, il vit dans ce temps, qui est évidemment une dimension symbolique. Alors, je rappellerai simplement, pour que ça soit bien clair, parce que faire le passage de Freud à Lacan de ce point de vue-là, qui est toujours très difficile, qui est assez coton quand il s'agit de la psychose, parce que chez Freud, il n'y a jamais l'idée que la psychose c'est autre chose que du refoulement. Sauf une petite phrase au début de l'essai sur l'inconscient, phrase énorme, où il dit qu'il y a peu de sens au fond, en y réfléchissant, de continuer à appliquer le refoulement à la psychose. Extraordinaire cette formule.
comme s'il appelait Lacan, là, hein. Sauf qu'il n'en tire aucune conséquence et qu'il ne lâche pas le refoulement avec la psychose, là où Lacan fera ce passage à l'acte déterminant, hein, à un moment donné. Hein. Mais où est-ce qu'il va chercher la forclusion, hein, où il va la pêcher? Dans le rejet, c'est-à-dire dans l'affaire Verfoule. Alors, quelques mots là-dessus, ça va nous servir pour la suite, n'est-ce pas? Dès sa théorie des psychonévroses de défense des années 1890, hein, Freud parle du déplacement obsessionnel, il parle également de la conversion hystérique, et dit qu'il y a une troisième solution, celle qui nous intéresse, si on veut la future forclusion, si on finalise Lacan par Freud, enfin, bon. Il existe une sorte de défense bien plus énergique et bien plus efficace que la conversion et le déplacement de l'affect obsessionnel, qui consiste en ceci que le moi rejette la représentation insupportable en même temps que son affect et se conduit comme si la représentation n'était jamais parvenue au moi. La phrase est extrêmement claire. On peut dire, mais alors pourquoi n'en tire pas les conséquences pour la psychose? Ben non. Même si on est très patient, hein, jusqu'à la fin, c'est donc dans les années 1895, ça. Mais il le fera jamais. Ce qui est un point assez mystérieux. Voilà. C'est-à-dire que quand on pense le rejet c'est werfen, c'est-à-dire jeter. Hein, mais en même temps rejeter. Regardez, chez Lacan, ça donnera la refente. Lacan n'est pas un germaniste, hein, mais il travaille sans arrêt le signifiant freudien. Il ne faut jamais le perdre de vue, même quand il ne le dit pas. Donc, dans la refente, il y a déjà le faire de faire werfen. Deuxième temps, je ne peux pas faire une histoire trop détaillée, mais bien pour l'avoir en tête, dans un deuxième temps, le cas de l'homme au loup a joué un rôle absolument essentiel. On peut dire, oui, mais l'homme au loup, alors est-ce que c'était vraiment un névrosé? Est-ce que c'était pas un psychotique? Ou alors, quand on ne sait plus rien, bordel. Voilà. Freud, à travers l'hallucination du doigt coupé, vous avez ça sans doute en tête, c'est-à-dire le moment où l'homme au loup enfant, enfin le petit homme au loup, si vous voulez dire, a brusquement l'impression, alors qu'il joue avec un petit couteau là sur l'écorce d'un arbre, c'est pas qu'il a l'impression, il voit son doigt coupé. Il a des sueurs froides, il y a sa nounou à côté, enfin, qui va avertir, et au moment où il a suffisamment d'énergie pour aller vers elle, il s'aperçoit que le doigt est intact, indemne. Nous avons affaire là à un phénomène absolument capital, l'hallucination négative. L'hallucination négative. Voilà. Et c'est à cette occasion que Freud dit qu'un courant ancien, le plus profond, peut simplement, purement et simplement, rejeter, verwerfen, hein, la castration. Ouais. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, Lacan n'a fait que développer cette phrase. D'où évidemment le grand intérêt qu'il accorde à l'hallucination du doigt coupé. Donc, c'est pas simplement on ne peut pas simplement parler de forclusion au sens freudien pour la coupure entre le moi et la représentation, mais une posture envers la castration. Enfin, dans un troisième temps, hein, lorsque Freud avance, il radicalise son propos. Hein, et quand il arrive à la question du clivage, de la Spaltung, il note, notamment dans le clivage du moi dans le processus de défense, qu'il y a une réaction tout à fait particulière. On a établi depuis qu'il fait allusion à un patient qui n'est autre que l'homme au loup. Hein. Mais ce qui l'intéresse désormais, c'est que le sujet peut avoir une double attitude face à la castration, un courant du moi qui le rejette et un autre qui l'accepte. La Verwerfung, dit Freud, est toujours doublée d'une acceptation, ce qui aboutit au clivage du moi. Donc il faut bien se rappeler que le fameux clivage du moi, l'Spaltung, enfin le clivage minéralogique du moi, hein, qui se fend, presque au sens où on dit de quelqu'un qui est fêlé. C'est un sujet qui est fêlé littéralement, parce qu'il trouve le moyen de subjectiver deux positions absolument inconciliables logiquement, mais qu'il soutient de son être. Voilà. Mais c'est en général. Alors, est-ce que ça c'est une structure chez Freud? Non, enfin, il ne conclut pas que c'est de la psychose. Il dit même que tout sujet, tout moi a une tendance au clivage, que nous sommes tous clivés d'une manière ou d'une autre. Hein. Et c'est là, vous voyez, enfin, ce simple rappel pour montrer que Lacan, lui, a radicalisé encore le propos de Freud, sauf qu'il en a tiré
une théorie structurale de la Verwerfung, hein, et cette théorie structurale, bien sûr, il la spécifie par une notion qui brille par son absence chez Freud, hein, qui est le nom du père. Bon. Quoique, si j'avais le temps, je montrerai comment les fonctions du père, à un certain moment, peuvent donner une préscience de ce que c'est que le nom du père. Enfin, ça étonnerait beaucoup, Freud, hein, qu'on parle du nom du père. Oui, ça apparaîtrait comme un peu théologique, quoi. Mais vous connaissez bien sûr les raisons pour lesquelles Lacan a suivi cette voie. Voilà. Alors, dès lors, si on se sert de notre... non seulement de la forclusion comme piston, enfin comme clé, et c'est une clé précieuse par ailleurs, la psychose, si on voit ce qui se passe dans toute forme de la subjectivité où les conditions sont réunies pour que le sujet se clive en rapport avec cette étrange politique. Moi, j'aime bien parler de politique de la castration. Après tout, la névrose, la psychose et la perversion sont trois grandes politiques de la castration. Et nous n'homologuons jamais une position subjective qui n'est une philosophie de la castration. C'est pour ça qu'on peut toujours chercher la philosophie de la castration des personnalités comme si ou des borderline. Mais bon, là, tout simplement, ce sont des problématiques qui ont fait passer la castration à l'arrière-plan, alors qu'elle est évidemment absolument centrale dans l'expérience freudienne. Il n'empêche que ce qu'on appelle des borderline, ce qui est, à mon avis, mal dit, sont des sujets qui, effectivement, ont une posture clivée tout à fait particulière, et qui est tout à fait un style du malaise dans la culture actuelle, un certain style borderline. Bon. Voilà. Alors, je viens, sans transition, parce que c'est précisément le cœur de mon propos, à l'examen ou au réexamen de l'état maniaque, de la position maniaque, avec cette espèce d'opérateur hein, qui se dégage de la Verwerfung-Forclusion. Voilà. Alors, ai-je besoin de rappeler le tableau clinique de la manie? Je le ferai simplement pour... c'est un peu une révision, quoi. Mais en même temps pour formuler la question qui me semble émerger, la question très importante que pose la manie en tant que telle. Et qui vaut qu'on rehausse peut-être sa cote psychopathologique par rapport à l'inégalable mélancolie. Voilà. Ce qui me paraît intéressant, ce que j'avais montré dans l'énigme de la manie, c'est que, je vais revenir bien sûr sur ce mot énigme, c'est que Freud, au fond, définit la manie à partir des paramètres symétriques de la mélancolie. Donc voilà le tableau clinique rapide que je peux tirer de la manie. L'élévation de l'humeur, d'abord. Une Stimmung, une humeur élevée. Bien entendu, c'est le premier trait du maniaque. Le maniaque a une humeur au plus haut. Pour employer le mot tout simple de joie, mais c'est une joie très particulière, dont on sent assez vite qu'elle a un mode d'excès et d'artifice qui tranche avec la joie normale, si je peux dire. Mais enfin, une élévation de l'humeur, qui contraste fortement avec l'abaissement de l'humeur radicalement dépressive de la mélancolie. Second point, là où les mélancoliques, nous dit Freud, est coupé du monde, de la réalité extérieure, qui n'investit plus, on peut dire qu'il y a chez le maniaque une ouverture maximale au monde extérieur. Le maniaque ne sait plus quoi faire pour être à la hauteur d'un monde qui le sollicite en permanence. Voilà. C'est une hyper-ouverture. Voilà. Troisièmement, là où le mélancolique, point essentiel, encore plus important, a perdu la capacité d'aimer, hein, ce que dit Freud, c'est un point important, il y a une expansion affective. La capacité d'aimer, la capacité de tout affect. Une indifférence mortelle. Telle patiente qui disait, j'ai une amie qui vient de parler, ces histoires d'argent, ces histoires de cœur, etc. Elle ne peut pas comprendre que pour moi, c'est quelque chose que je ne peux même plus me représenter. Vous êtes sûr qu'on a quelque chose qui est de l'ordre de la désaffection radicale, qui n'est pas une très grande dépression, hein, qui est vraiment la spécificité mélancolique. Eh bien, on a au contraire un tout amour. Enfin, le sujet, n'est-ce pas, est capable d'aimer, il peut avoir aussi bien entendu une hypersexualité, qui fait que la barrière tombe entre les corps et les êtres. Voilà. Quatrième point,
là où il y a une sous-activité, une léthargie foncière du mélancolique, on a au sens propre une hyperactivité. Freud le dit, le maniaque est capable de allerlei action, de toutes sortes d'actions. Toutes sortes d'actions. Allerlei, c'est l'idée de diversité. Rien ne l'arrête. Action parfois dangereuse. Ce qui fait que pour Freud, n'est-ce pas, la manie, on le verra, c'est aussi la façon pour un mélancolique d'éviter le suicide. S'il a les moyens. Oui, mais on sait qu'il y a des maniaques qui peuvent avoir de graves accidents, mais pour une raison qui est exactement symétrique. Parce que, d'une certaine manière, rien ne les arrêtant, à un certain moment, ils rentrent en contact violent, en effet de choc avec la réalité. Et enfin, là où il y a une tristesse fondamentale du mélancolique, mot totalement inadéquat en fait, le mélancolique ne peut même plus être triste. Il est tristesse. Hein. Autant il y a chez le maniaque une béatitude, hein. Une Selbstbeglücktheit, dit Freud, hein. C'est-à-dire une auto-Beglücktheit, c'est le sentiment du bonheur qu'on peut, je pense, appeler béatitude. Alors, Freud ne met pas tellement l'accent sur un point qui est très important dans la clinique lacanienne, qui est le régime même du langage maniaque, qui est l'un des traits les plus frappants. Hein. Mais parce qu'au fond, il le connaît, Freud, mais il le classe dans l'expansivité de l'affect et dans l'hyperactivité verbale. Hein. Alors que Lacan, n'est-ce pas, on fera un point absolument capital, avec les formules que vous connaissez sans doute, n'est-ce pas, de ce sujet maniaque, dans sa logorée, qui est une logorée très particulière, c'est pas simplement quelqu'un qui est très bavard, hein. C'est quelqu'un qui est voué à toutes les ressources métonymiques de la langue, dit Lacan, ce qui est extrêmement juste. Hein. Quelque chose comme il en parle dans le séminaire sur l'angoisse, n'est-ce pas, la métonymie infinie. Un mot en appelle un autre, un signifiant rebondit sur l'autre, ce qui fait qu'avant même d'avoir fini un mot, l'autre mot a commencé, ce qui explique des condensations qui rend son propos à peu près inintelligible, n'est-ce pas, impossible d'organiser un discours pour un maniaque. Hein. Mais il a sa jouissance pure dans la langue. Ce qui mérite, au point de vue lacanien, de faire un sort particulier à ce symptôme, j'y reviendrai. Alors, bien sûr, on peut mettre toutes sortes de... Je rappelle dans mon texte, c'est un peu l'histoire, n'est-ce pas? Ça a commencé par l'histoire psychiatrique, n'est-ce pas? Déjà, c'est Aristide de Cappadoce qui décrit ces maniaques de l'Antiquité qui ont toujours l'impression d'avoir gagné les Jeux Olympiques. Bon. C'est pas nouveau. Voilà. Ils ont des lauriers, alors qu'ils n'ont pas de performance attestée, homologuée. Voilà. Ils ont toujours gagné les Jeux Olympiques. Regardez cette idée chez le maniaque, de tous les temps. Hein. Mais la psychiatrie appelle ça, Baillarger, Falleret, la folie à double forme, hein, la folie circulaire. Après, à partir de Créplin, et bon, jusqu'au 19e, début du 20e siècle, la psychose maniaco-dépressive. Hein. Et finalement, vers 1950, on verra apparaître le bipolaire. Ça vaut la peine, ça vaudrait la peine de voir le cheminement qui fait que ça tourne en rond. Hein. Voilà. Mais finalement, le bipolaire est une régression par rapport à la psychiatrie. Et relire Baillarger ou Falleret est plus intéressant que lui. Bon, c'est pas une déploration sur la psychiatrie, je dis simplement que c'est révélateur, effectivement, d'une perte du rapport avec la causalité conflictuelle, ce qui évidemment qui n'est pas nouveau. Hein. L'énigme de la manie, et Freud lui-même le dit, hein, c'est parce que l'énigme, on peut souvent le mettre à toutes les sauces, il y a une énigme de tout en psychanalyse. Non. Pour Freud, l'une des énigmes fondamentales, c'est moins celle de la manie en elle-même que celle de l'Umschlag, c'est-à-dire de la transformation, hein, c'est-à-dire du revirement. Revirement au sens virer de bord. Virer de bord. C'est d'ailleurs, là aussi, je m'intéresse toujours aux mots parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'on dit, et parce qu'aussi, quand vous voyez l'histoire du mot, vous voyez les tribulations du signifiant. C'est extrêmement intéressant.
Lisez, je vous recommande le Robert Dictionnaire historique, hein, pour voir ce qui est arrivé au mot, et vous aurez des surprises sur les aventures du signifiant, enfin, sur l'exil. Enfin. Et la langue, c'est vraiment ce qu'elle dit, quoi. C'est ça qui est formidable. Vous savez que Lacan, son livre de chevet, c'est le Damourette et Pichon, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui... Toute la théorie lacanienne, c'est un développement de la grammaire. Enfin, il faudrait le montrer. Cette puissance du signifiant. Alors, là aussi, quand on nous dit, n'est-ce pas, revirement, le revirement, c'est quand ça vire de bord, c'est un terme de marine, hein, voilà. C'est aussi le fait qu'un terme bancaire, hein, c'est un virement dans l'autre sens. Hein. C'est aussi un dégrèvement. Hein, si vous avez la chance, qui est extrêmement rare, d'avoir un dégrèvement d'impôt, hein, c'est un revirement. Voilà. Je parle de l'impôt parce que c'est vraiment le grand autre qui a même un droit à part. Hein. On m'a dit que les juristes m'ont dit que dans le droit français, c'est un droit régalien qui est resté, c'est-à-dire c'est un empire dans l'empire, le droit fiscal. Bon. Et c'est pas un hasard, parce que je pense à ça parce qu'il y a des patients qui ont eu des étranges formes de décompensation, non psychotiques, hein, mais en rapport avec le moment où un délire avec la persécution fiscale. Enfin, mais il y a un point extrêmement important là, hein, qui renvoie à cette figure de l'autre qui est à sa fois administrative et juridique. Mais dès lors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ma question Fonckly très, très concrète, c'est qu'est-ce qui arrive au sujet? Naturellement, quand on voit un sujet qui était ramassé à la petite cuillère, comme on dit la veille, hein, et qui pète la santé, hein, on se dit c'est une transformation de l'affect, c'est un revirement humoral. Hein. Comment est-ce qu'un sujet qui est au fond du trou mélancolique, tel que je l'ai rappelé, peut être dans cette dialectique de la résurrection? Alors, quand Freud décrit la manie, à la fin, comme ça, de l'essai Deuil et mélancolie, hein, il dit il faudrait en parler de la manie. Je ne peux pas en dire grand-chose. Il faudra un essai spécial qu'on n'avait jamais vu. Enfin, là, moi, j'avais modestement essayé d'écrire quelque chose qui regroupe un peu cette problématique-là, mais il dit bien que ce qui est frappant dans la manie, c'est l'affect fondamental de triomphe. Ce qui avait été vu dès l'Antiquité, quoi. C'est quelqu'un qui a gagné des Jeux Olympiques. Il triomphe. Voilà. C'est une jubilation, certes, plus que joie, une jubilation triomphale. Et ce mot, quand on lâche un signifiant, il faut l'assumer. Triomphe sur quoi? Triomphe sur rien d'autre que du sujet sur sa propre mélancolie. Ai-je besoin de rappeler en un mot la position freudienne de la mélancolie? C'est que bien sûr il y a une perte d'objet catastrophique qui renvoie à une faille narcissique, c'est-à-dire que je suis obligé d'aller très vite, c'est quand même un point très connu, c'est-à-dire que le plus grand chagrin d'amour, même le plus grand deuil, ne fera pas une mélancolie nécessairement. Pour qu'il y ait une mélancolie, il faut qu'il y ait à la fois perte de l'objet et à l'occasion de cette perte, déchirure du tissu même du moi, du tissu narcissique. Ce qui fait que l'ombre de l'objet perdu tombe sur le moi. Alors que la manie, c'est l'éclat. Il n'y a plus d'ombre. Enfin. Le mélancolique, c'est quelqu'un qui a toujours une tache dans le bleu du ciel. Enfin. Dans le plus beau temps pour le mélancolique, c'est encore la mort. La vraie mélancolie, parce qu'on la met parfois... On l'applique à des états. Les vraies mélancolies sont, somme toute, assez rares dans leur radicalité. Mais c'est une catastrophe objectale. Voilà. Et le sujet est réduit donc à l'état de déchet, d'où il peut évidemment en tirer la conséquence dans l'issue suicidaire, qui est évidemment une occurrence à dominante mélancolique, qui peut résoudre le problème. On a remarqué le suicide au petit matin, quand à la perspective d'un nouveau circuit d'autotorture, le sujet décide
si on regarde bien, moins de se tuer. Je trouve qu'au plan analytique, le suicide est un mot contradictoire. Personne ne peut-être s'est jamais suicidé qu'à la condition de s'identifier à l'objet. Donc c'est en tant qu'objet que le sujet se tue. C'est pour ça que Freud lui-même dit que même quand on en a marre, il y a les pulsions d'autoconservation, ça tient. Hein. Le sujet tient la vie. Par contre, s'il est identifié à l'objet perdu, paradoxalement, ça va beaucoup mieux. Ce qui explique d'ailleurs l'effet bien connu de ces sujets qui, la veille de leur suicide, ont un état de soulagement. Je l'ai vu la veille, il était très mal avant, mais la veille, il allait beaucoup mieux. Ah ouais, c'est pas du tout un paradoxe. On est au cœur même de la question. Évidemment, puisque le mauvais tour, le sale tour que le sujet, le suicidaire mélancolique joue à son objet, qui est un cadavre incorporé, c'est de se dire, tu me tortures, mais toi et moi, on ne verra pas la journée prochaine. Et à ce moment-là, il peut vaquer à ce dernier jour. Tout ça est tragique, profondément tragique, mais c'est une tragédie de l'objet. Voilà. Et naturellement, dans la mesure où nous sommes des êtres désirants, nous pouvons avoir de graves tribulations d'objets qui peuvent nous mettre dans des contextes de mélancolisation. D'où évidemment l'une des obsessions de l'analyse, c'est de voir venir la mélancolisation. Alors, rappel bien sûr rapide, parce que ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est de savoir, donc au plan métapsychologique, non pas humoral, auquel cas, au fond, la manie serait un miracle, une résilience triomphale, enfin, toutes ces choses qu'on est obligé de dire quand on renonce à expliquer. Enfin, moi, c'est de ma position. Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive au sujet en tant que tel, n'est-ce pas ? Alors, si on regarde bien la formule de Freud, à la fin, in extremis, avant de nous quitter avec Deuil et Mélancolie, il dit quand même, au fait, un mot sur la manie. C'est que le triomphe, le vrai ressort métapsychologique du triomphe maniaque, c'est que le sujet a surmonté quelque chose. Überwindung. Il a surmonté quelque chose. On dirait présent les traductions actuelles, un surmontement. Il triomphe parce qu'il a surmonté la perte. Bien sûr, j'y reviendrai, il y a des tas de moments maniaques. La composante maniaque de l'état amoureux est évidente. J'ai surmonté la perte de l'objet puisque voilà mon objet. Voilà. Mais là, je parle véritablement de la manie caractérisée. Toxicomanie, etc. Il y a beaucoup de choses à redéfinir. Mais enfin, le maniaque proprement dit, pardon, c'est certain, c'est quelqu'un qui a cessé de perdre. Disons-le du jour au lendemain. Est-ce que derrière il y a un rythme circadien qui renverrait à des déterminismes biologiques? Je suis loin de bloquer, évidemment, le questionnement sur le rapport entre les deux mécanismes. Mais il faut qu'il y ait ce travail psychique. Travail psychique de surmontement de quoi? De la perte de l'objet, dit Freud. Donc l'objet n'est plus perdu. Hein, quelle joie! C'est un peu l'effondrement de Nietzsche juste avant, n'est-ce pas? Avec toute la dimension mélancolique, et puis un jour, partout où il va, tout est beau. Les fruits sont les plus beaux fruits du monde, sur le marché italien. En même temps, une mélancolie perdue pour un cheval qu'on vient d'abattre. Enfin, cette espèce de chaos de l'affect. Mais nous ne pouvons pas nous régler sur l'affect, mais sur la relation à l'objet, ou sur la relation impossible à l'objet. Hein, puisque Lacan a bien montré l'ambiguïté de cette rubrique. Bon. Alors, Freud y va, là. Il dit non seulement c'est la perte de l'objet, mais c'est aussi, il surmonte le deuil de la perte d'objet, d'où la fête qui suit le deuil. Vous voyez, la fête qui suit le deuil. Ou peut-être, et je mettrai en gros caractère, hein, ou peut-être l'objet même. L'objet même. Ça veut donc dire que pour Freud, le maniaque, enfin celui qui est dans le plein empan de sa position maniaque, hein, c'est quelqu'un qui a évidemment l'illusion, mais l'illusion qui lui donne une pêche incomparable, n'est-ce pas?
de s'être débarrassé de l'objet. Je vais bien sûr un peu détailler ça, mais en quoi c'est la folie pure? Je dis bien c'est la folie pure. Dans la mesure où, n'est-ce pas, le sujet humain se définit d'être dans les tribulations, de payer toujours tribut. Voilà. Un symptôme comme celui, n'est-ce pas, du surendettement, qui commence par la folie dépensière, on a appelé avec l'humour la fièvre acheteuse, pas acheteuse, c'est vraiment l'expression économique d'une autre économie métapsychologique, qui est précisément la dépense. L'argent, c'est une forme symbolique, pas simplement économique, dans la mesure où il faut mettre le prix, et naturellement, on n'est pas dans le gratuit. Et bien dans l'état maniaque, si. C'est le moment où le sujet plane. Et vous verrez que c'est très important, c'est ce que j'essaie de montrer naturellement, il y a des masses qui peuvent planer aussi, ce qui est paradoxal, parce que les foules, c'est quand même assez compact. Bon. Mais il y a effectivement un moment où les masses peuvent planer. Alors, Freud donne des exemples qui peuvent paraître un peu curieux, enfin, un peu curieux dans leur côté très, très direct. C'est par exemple, c'est comme un sujet qui a brusquement gagné le gros lot, ou qui passe d'une pauvreté extrême, vous voyez, c'est à gérer ça. C'est à gérer. Parce qu'on sait qu'il y a des sujets qui, au moment où ils perdent leur pauvreté, peuvent, après un épisode maniaque, ça c'est le contraire, c'est intéressant. Il y a des sujets qui veulent absolument. J'avais un peu travaillé cette question parce que j'ai une certaine technique. De ce côté-là, ça peut même inquiéter, je sais pas. Bon, l'état de se dire attention à ce qu'on fait avec certains sujets qu'on fait gagner. Enfin. Parce que très souvent les sujets disent mais oui, mais je vais continuer à travailler. Ah oui, quand vous avez des frayages libidinaux qui, pour des raisons économiques au départ, vous assurent une certaine continuité d'objets, brusquement pouvoir tout acheter, il faut avoir la carrure pour supporter ça. Je dirais pour certains, c'est parfait, mais ça suppose un changement considérable, une mutation des conditions de la libido. On pourrait voir aussi ça sur la guerre et la paix. Quand on a fait la guerre mondiale, après il y a ce moment maniaque, indescriptif qui s'appelle la libération. Mais c'est que justement, n'est-ce pas, vous comprenez, le maniaque c'est l'homme libre, ou la femme libre. Ça vous rappelle la formule de Lacan, le psychotique c'est l'homme libre. Formule très paradoxale, puisque ça semble être plutôt l'aliéné par excellence. Mais moi, j'aurais envie de dire que vraiment, au sens strict, c'est le maniaque qui jouit, pour le meilleur et ensuite pour le pire, n'est-ce pas, de cette liberté absolue. Un détail quand même clinique intéressant, dans le deuil lui-même, le deuil commun, j'ai envie de dire, pour éviter le terme normal, qui crée toujours un malaise. Eh bien, sous le fond même de la déploration profonde, vous pouvez quand même discerner quelque chose de l'ordre de la libération. Ce qui va tout à fait contre, évidemment, l'idée que le travail de deuil au sens médiatique, bien sûr, c'est le pire, le deuil. Mais je parle aussi, vous savez, le deuil, c'est par la mort ou l'infidélité, il ne faut pas l'oublier. C'est ça la définition de Freud. De même, quand le sujet a une très grande histoire d'amour avec une dépendance objectale colossale, la perte par la séparation, c'est un crack libidinal. Mais en même temps, ouf. Parce que le sujet, dans l'amour, est pris dans une dépendance. Alors, évidemment, dans un premier temps, il y a cette idée, qu'elle s'en aille, va-t'en, etc. Il y a même véritablement au vice-versa. Et puis après, naturellement, l'objet revient harceler le sujet dans sa libido, ce qui fait que la joie est éternie par le fait que l'objet, finalement, c'est pas facile de s'en passer. Mais vous voyez, il ne peut pas y avoir de perte d'objet sans un triomphe, fût-il secret, sur la prévalence de l'objet. N'oubliez pas que Freud dit que l'amour, c'est être terrassé par l'objet, et la mélancolie aussi. C'est pour ça qu'il y a des sujets névrosés qui finalement sont assez raisonnables, ont très très peur d'aimer, parce qu'ils savent bien, d'abord ils ne peuvent pas assumer le désir, c'est ça leur névrose,
Mais en même temps, ils savent tous les frais qu'ils vont payer à la dépendance objet. Donc là, on est au cœur d'une question qui paraît très intéressante, c'est que Freud lui-même le dit, n'est-ce pas? Quand je perds un objet, ou bien je vais avoir un objet de remplacement, ou bien la libido va être rapatriée dans le moi. J'ai souvent remarqué ça sur le versant féminin, de dire j'ai une passion pour lui, mais depuis que je l'aime, je ne peux plus rien faire. À tel point même qu'il y a le courage pour... Ça, c'est un courage qui n'est pas féminin sur la généralité, mais enfin qui peut prendre des... Je suis dans les généralités, là. Bon. Mais c'est certain que chez l'homme, il y a toujours l'idée de mettre un petit quelque chose de côté dans la libido. Voilà. Avoir des plans B. Non, mais moi, j'avais parlé d'une juriste, je cite toujours ça, qui avait divorcé des gens pendant 40 ans, quoi. Donc, c'est un témoignage clinique précieux aussi, où elle voyait, bon, c'était des généralités juridiques, mais effectivement, comme quoi, c'est l'homme souvent, le plus souvent, qui trompe, hein, mais qui ne veut pas séparer, qui organise des clivages satisfaisants, ingérables, voilà, que les femmes supportent très difficilement la séparation, mais que c'est elles qui décident. Quand c'est fini, c'est fini. Hein, voilà. Et donc, c'est comme si, je ne sais pas, je vous donne tant pis une généralité, mais enfin, qui vaut son pesant d'observation métapsychologique, c'est l'idée que pour une femme, il y a la possibilité à un certain moment, quand ça ne va pas, de rapatrier la libido, je cite Freud, de rapatrier la libido dans le moi et de voir, hein, de se faire compagne de sa solitude, comme dit Lacan. Hein. Tandis que chez l'homme, il y a par exemple chez des hommes qui sont des célibataires impossibles. Ça m'avait beaucoup intéressé, un patient qui disait, j'avais trouvé ça, si j'ose dire, estimable, parce que ce n'est pas si fréquent, qui disait qu'il ne faut jamais, au fond, quitter une femme pour une autre. Mais que dès lors il y a eu un échec, il faut ce moment de... Enfin, c'est mon commentaire, hein, que le sujet fasse ce point, tout simplement. Lui, il le disait comme ça. Hein. Mais ce rapatriement sur la libido qui fait que... Qu'est-ce que ça veut dire pour ton désir, ça? Bon. C'est vrai, c'est là, moi c'est l'usage que je fais de la métapsychologie en pleine proximité avec la clinique, ça explique certains sujets, problèmes presque casuistiques, de séparation, etc. C'est le prix de la séparation. Hein. Mais ça jette un éclairage très intéressant, ne serait-ce qu'avec la question de la toxicomanie. Manie dans toxicomanie ne veut pas dire strictement, hein, il faut être honnête, manie au sens maniaque, ça veut dire la mauvaise habitude. Hein. C'est une autre acception sémantique. Mais ça s'applique très bien à ce qui se passe du côté de la dépendance. Le problème, je le dis, j'aime bien le paradoxe, c'est vrai, mais ça correspond à un réel, me semble-t-il. Le problème du toxicomane, c'est pas la dépendance au toxique. Ça, c'est ce que dit l'addiction. Bien sûr que la dépendance au toxique est essentielle. Mais son problème subjectif, c'est l'idéal d'indépendance à l'objet. Et c'est pour maintenir cette indépendance à partir d'une crise de l'objectalité, sur laquelle il faudrait revenir, hein, je ne vais pas détailler hein, là, que, eh bien, il faut meubler, enfin, c'est le prix à payer, le toxique est le prix à payer, pour maintenir l'idéal d'indépendance. Indépendance envers l'objet. Ce qui fait que Freud dit, dans le malaise dans la culture, que nous connaissons un état toxique sans toxique. C'est la manie. On a dit il exagère, c'est une comparaison, mais c'est très très important. Ça veut dire qu'on peut avoir toutes les conditions d'un état intoxiqué sans objet. J'irais même jusqu'à dire qu'à mon avis, secrètement, ça se voit à certains signes, les toxicomanes méprisent leur droit. Ils savent très bien que qui veut la fin veut les moyens. Donc tout ça pour dire que là, on a une occurrence extrêmement importante de la solution inconsciente, et je vais passer maintenant rapidement, n'est-ce pas, à cette dimension du forclusif, du coup. Hein. Si on replie l'un sur l'autre, d'une sur l'autre ces diverses dimensions, hein, c'est donc que la signification même de la manie, ça serait de donner une réponse à la question de l'objet perdu, à cette blessure de l'objet. C'est un rejet, oui, c'est un rejet de sa perte. Hein. Rejet de la perte. Alors, ça suppose évidemment
une situation forclusive en quoi? C'est que le sujet, dès lors, doit désavouer. Vous savez, c'est tout le lien qu'il y a, vous avez sans doute évoqué la question du rapport de la forclusion avec le déni pervers. Hein. Désavouer la castration elle-même, désavouer la perte. D'une certaine manière, l'idéal maniaque, c'est d'être, en quoi c'est de la folie pure, c'est d'être au-delà de l'objet, donc, je me permets d'ajouter ça à ce que dit Freud, au-delà de la castration. Au-delà du principe de castration. Pourquoi est-ce que c'est impossible? J'ai envie de dire, parce que d'abord, le corps ne tient pas. C'est peut-être un repérage, la fameuse question du rapport de forclusion et corps. Le corps, anatomiquement, par sa capacité limitée de résistance, s'il résiste à la forclusion maniaque, c'est l'incarnation. Quand le sujet a tourné sans dormir, parce que pourquoi dormir? C'est du temps perdu. Hein, a tourné, a fait la fête, etc., ou de façon, une certaine forme misérable d'ambulation qui fait tout le tour de Paris, de New York, ou telle patiente qui dit qu'un jour, voilà, dans les rues de New York, elle est en quelque sorte un moment où communication absolument exceptionnelle avec la ville. Hein. La ville est capable de fournir, n'est-ce pas, un appétit aux maniaques. Eh bien, dès lors, d'une certaine manière, il peut exercer, si je peux dire, le droit de déchéance sur sa propre mélancolie, d'une certaine manière. C'est comme un état d'exception par rapport à l'état de castration. Voilà. Ce qui fait que d'une certaine façon, on trouve redoutable le maniaque. Le maniaque, par exemple, qui fait la fête, ça va un moment, mais les autres peuvent pas suivre. Hein. C'est qu'évidemment, sa fête, j'allais dire sa fièvre, il alimente, n'est-ce pas, au fait qu'il est hors jeu de la castration. Il est inatteignable. Est-ce qu'on ne trouve pas là la tentative la plus active et la plus secrètement désespérée de trouver une solution à la castration? J'avais comparé récemment, justement dans la réédition Corps et Symptômes, la comparaison du mot symptôme chez les médecins et chez les analystes. C'est une question de base. Hein. Effectivement, il n'y a pas de maladie en psychanalyse, hein. Quoique Freud emploie le terme. On ne peut pas dire la maladie névrotique. Non. Il y a par contre le symptôme. Mais peut-être qu'il y a une maladie anthropologique pour la psychanalyse, c'est la castration. Voilà. C'est-à-dire, d'une certaine façon, l'homme est un animal malade de la castration. Enfin, une angoisse épargnée à l'animal proprement dit. Bon, alors là, c'est là où Lacan a une position assez forte, hein, pas simplement comme ça théorique ou enrichissante, c'est de dire qu'il y a là un par l'être, un être de langage. Mais alors, on comprendrait du coup pourquoi c'est peut-être dans la logorée maniaque que s'avoue le plus cette espèce de... Enfin, ce que Lacan appelle la non-fonction de l'objet qui est en cause. Pas simplement sa méconnaissance, mais sa non-fonction. C'est curieux, il parodie pratiquement la phrase de Freud dans les psychonévroses de défense, mais à tout autre niveau de réflexion. C'est là où le sujet est livré à la métonymie pure, infinie et ludique, dit Lacan, de la chaîne signifiante. Alors là, il dit quelque chose qui est contradictoire avec ce que j'avance, mais qui est, enfin, c'est l'autre versant, sans aucune possibilité de liberté. Mais ce qui veut dire, c'est que le sujet, dans le même moment où il jouit de cette liberté par rapport à l'objet, voire Freud, eh bien, il se livre à quoi? À la langue. Ou plus précisément, à la langue. Retrouvant d'une certaine façon l'état, parce qu'il y a quelqu'un qui est maniaque en ce sens, c'est quand même le nourrisson, hein, du point de vue de la langue. Hein. Avant qu'il parle sa langue, en 2 mots, il parle toutes les langues. Hein. Il se sert de son larynx pour jouir du fait de parler sans rien dire. Hein. Ce qui reste probablement comme le fond de la langue dans le plaisir de parler. Hein. Mais depuis qu'il y a eu le couperet, je vais vite, mais de l'Oedipe et de la castration,
Donc depuis qu'il y a eu du père, parler pour ne rien dire, c'est toujours gênant. Il y a la coupure même dans la jouissance de la langue. Mais une fois levé le verrou paternel par cette ferverfung structurale, eh bien le sujet est livré à la jouissance de la langue, dont il devient... Alors, Lacan dit que sans aucune possibilité de liberté par rapport à la langue, mais avec toute liberté par rapport au père. Le père peut se pointer maintenant, il trouve à qui parler, pas tout à fait. Plutôt, voilà, jouir de la langue. Ce dont l'effet du coq à l'âne, mais du coq à l'âne effrayant, enfin généralisé, maniaque, illustre. C'est du coup ce qui lève par défi le motus mélancolique, le mutisme radical du mélancolique, qui ne peut même pas commencer une profération, qui ne peut pas aller au bout d'une phrase, sans éprouver la mort, quoi. Hein. Lever les verrous, et tous les verrous sautent, y compris les verrous entre les êtres. C'est pour ça que d'ailleurs que l'amour-passion est une petite manie, indéniablement, puisque le corps fonctionne au-delà de la castration. Mais à mesure où les sujets ne sont pas de vrais maniaques, n'est-ce pas, le retour de la castration fait qu'après l'union triomphale du corps, il arrive que les sujets de nouveau aient des mots. Voilà. Puisque le parlette se reforme après l'acte sexuel le plus satisfaisant. Voilà. Inutile de dire que l'impossible du rapport sexuel n'est pas loin, je ne reconvoquerai pas une fois de plus, sauf que, oui, d'une certaine façon, si le verrou de la castration saute, il est évident qu'on est dans le tout est possible, qui crée un état d'exception forclusif, et qui fait que, j'y insiste, cette folie, cet état suprêmement illusoire, est en même temps une solution subjective au réel mélancolique. Vous me direz, mais le mélancolique, il est déjà dans l'illusion de la perte totale. Enfin, c'est un délire de la mort, la mélancolie. Oui, mais souvenez-vous la formule de Freud. Peut-être que le sujet, quand il se plaint dans le délire d'autodéploration, peut-être qu'il a raison. Mais pourquoi a-t-il fallu qu'il tombe malade pour accéder à cette vérité? Et c'est grâce à ça qu'on a soutenu que les philosophes, etc., avaient un front mélancolique. Mais c'est certain. Freud dit même que l'esprit de recherche, c'est l'ambivalence face au cadavre. C'est dans son texte sur notre relation à la mort. Avec cette idée que comme quand nous voyons un mort proche, d'un côté il y a un chagrin, mais de l'autre, comme il y a l'ambivalence, le sujet lui-même, face au cadavre, serait pris dans cette ambivalence d'un affect entièrement positif, entièrement négatif, et du coup il serait passé à l'esprit de recherche pour comprendre, pour démêler les sentiments. Voilà. C'est évidemment une façon de le dire, hein. Mais évidemment, l'esprit de recherche, c'est toujours se confronter à l'idée que de toute façon, on est castré. À chaque problème résolu, je disais, il faut un livre plus. C'est ça, en tout cas dans la recherche, c'est toujours ça. Hein. Mais le maniaque qui sait tout, hein, c'est ce que les sirènes promettaient à Ulysse. Hein. Et ce qui a créé un petit état maniaque. Heureusement qu'il était bien lié, parce que sinon il était l'homme libre, mais l'homme libre qui se précipite dans la mort pour répondre au chant des sirènes. Il y a quelque chose qui est très important, enfin, il me semble que si on approfondit des choses comme ça, on peut voir apparaître de vrais frémissements maniaques chez tel sujet, qui distinguent vraiment de façon tout à fait déterminante une joie de ce qui est la solution totalement illusoire, qui est de surmonter la castration. C'est comme si, de même que Schreber, c'est la femme de Dieu, donc la seule femme. Le pouce à la femme, c'est ça. De même, il y aurait n'est-ce pas, un pouce à cette liberté qui fait qu'on aurait effectivement le... Alors du coup, je vais être rapide, mais juste pour le mettre en perspective, juste ce que ça ouvre du point de vue de l'anthropologie analytique, pour montrer juste la logique de l'objet. Hein. Je termine là-dessus. Je vais montrer que le sujet maniaque, c'est un mélancolique qui a viré sa cutie d'une certaine manière. Voilà. Mais dans le collectif, on trouve bien ces douches écossaises d'affect. Voilà.
Et on le trouve à partir de ce qui est le ressort même de cette dialectique entre la manie et la mélancolie, qui sont les rapports entre l'idéal du moi et le moi. Entre cet idéal du moi, bourreau du moi, qui est la mélancolie, mais en contraste, on a les fameuses noces entre le moi et l'idéal du moi. Alors il faudrait évidemment redéployer toute la psychologie des masses freudiennes, mais Freud dit bien que toute l'histoire du collectif, c'est précisément cette dialectique entre le moi et l'idéal du moi, puisque une masse, une foule, je préfère garder le mot masse en l'occurrence, une foule, se constitue dans sa dimension inconsciente à partir du moment où elle a mis un seul et même objet à la place de son idéal du moi. Ce qui permet au moi de s'identifier les uns aux autres. Or, d'une certaine manière, c'est dans l'épisode maniaque que culmine cette identification, ces noces du moi et l'idéal du moi. Et du coup, le festin que Freud, là, dans son mythe scientifique et dans cette histoire qui peut paraître naïve, ce qu'il trouve chez Robertson Smith, hein, ce festin où les sujets, après avoir tué le père, donc ils sont face au cadavre fumant du père, hein, dans l'histoire, il faut la prendre au pied de la lettre, hein, et avant de le mettre en terre, puis c'est le début du rituel, c'est très important, hein, et de se faire pardonner par le père de l'avoir tué, ou de pardonner au père d'avoir obligé à le tuer. Enfin, c'est vraiment un vertige d'ambivalence. Bref, ils font la fête. Alors, la grande bouffe, hein, elle est là. Elle est là. Ce qu'on retrouve effectivement avec le registre de l'oralité. Hein. Mais ils en font trop. Et s'ils en font trop, c'est précisément parce qu'il y a cette question de continuer à régler le solde mélancolique. Alors, il y a juste, en un mot, hein, il y a quelques épisodes dans la Révolution française qui le montrent, n'est-ce pas ? C'est quand, par exemple, après avoir détruit les corps, ils s'emparent du trésor royal. C'est toute une histoire, parce qu'ils pensaient qu'il y aurait des trésors dans les tombes. Ils étaient un peu honteux quand ils sont arrivés à Dagobert et qu'ils ont trouvé un sceptre en bois. Bon. Ce qui prouve que l'objet royal n'était pas facile à atteindre. Mon idée étant d'ailleurs qu'ils voulaient savoir comment jouissent les rois de dessous terre. Bon. Mais à ce moment, ils prennent le trésor royal. Alors le trésor royal de Saint-Denis, c'était une chose extraordinaire. Il y a un épisode extraordinaire où ils chargent la totalité du trésor, où ils prennent aussi tous les symboles religieux, les ciboires, etc., où ils mettent des emblèmes sacerdotaux sur des ânes. Et c'est un grand carnaval. Et ils arrivent à la convention, il y avait des gens très dignes, Robespierre et les autres. Hein. Et là, c'est dans le journal officiel. C'est dans le journal officiel. Vous avez un épisode maniaque extraordinaire. Celui qui dirigeait la réunion ce jour-là s'appelle La Loi. Ça ne s'invente pas, bon, ça tombe bien. Et on nous dit, alors, ils ont rebaptisé Saint-Denis en l'appelant Franciade. Pas question de mettre un saint. Ce qui explique qu'à Saint-Denis, il y a une rue Franciade. Et à ce moment-là, je cite le journal officiel, hein, battement de main, pignement de pied, cabriole de jubilation. J'ajoute sur le banc de la digne Convention nationale. Hein, et à ce moment-là, enfin, il y a tout le discours. C'est le maire qui arrive, le maire de Saint-Denis, qui explique que désormais, les saints, on n'en a plus besoin, mais les saints, s'ils existent, doivent être avec nous. Et on se met à mettre du vin dans le ciboire, et le crâne même de Saint-Denis est exhibé. Comment résister à l'idée d'un moment psychotique? J'ai des problèmes avec cette idée de moment psychotique. Je dirais d'un moment forclusif de l'histoire. Ce qui d'ailleurs expliquerait que j'étais dans la position très curieuse de montrer qu'il y avait un fond mélancolique dans cet acte même. Un peu le sentiment mélancolique qu'on a quand le dernier de ses ennemis est mort et qu'on ne peut même pas encore le haïr de dessous terre. Quand la tête de Louis XVI est tombée, il y a eu un moment de silence. Mais là, il y a un silence tel que ou bien on sombre dans la mélancolie, ou bien on fait la fête. Bon. Et je voudrais bien insister en terminant sur le fait qu'il n'y a pas
là quelque chose qui relèverait de quelque psychohistoire, mais véritablement le moment de retour du réel inconscient au cœur du collectif. Et ça, il faut le faire savoir aux historiens, qui peuvent l'avaler ou pas. Hein, bon. Mais pour construire l'objet, pour montrer que la conscience est ce qui revient en permanence dans ces objets et quand on le touche du doigt comme réel, on fait ou bien de la psychohistoire, ou bien on dit que c'est des mentalités. Bandaline révolutionnaire, d'accord, mais qu'est-ce que ça explique? Sinon, le fait que c'est probablement un moment de vérité du désir révolutionnaire. Certains peuvent entendre qu'on dit, mais alors il ne faut surtout pas faire la révolution, pas finir comme ça. C'est une question très intéressante, en quoi le réel inconscient peut instruire le jugement politique. Ça, c'est une question qu'il faut encore beaucoup travailler. Hein. Mais, enfin, je veux dire, un discours analytique n'a rien à perdre, rien à gagner. On constate simplement que si la révolution était nécessaire pour les droits de l'homme, il n'empêche que la terreur, c'est un certain destin de radicalisation, ce terme qu'on emploie, qui est un bon terme, mais maltraité. Bon, je trouve traité mal. Hein. C'est en tout cas qui fait que le forclusif revient dans la réalité historique et dans les moments les plus tragiques. Et surveiller les potentialités forclusives, je pense que c'est une contribution possible de l'analyse au fonctionnement du réel inconscient. Voilà donc cette évocation. Formidable.